Bonjour, bonjour Marjorie, bonjour Ferial. Bonjour Bruno. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la parution de ce livre, La revanche du cerveau droit, que vous avez coécrit avec une quarantaine d'experts que vous avez interviewés, dont moi. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis vous m'avez demandé de faire la préface de ce livre que j'ai trouvé vraiment excellent par sa richesse, par sa pertinence. Et je trouvais bien que vous puissiez en parler chacune pour le présenter et donner envie de le lire, parce que c'est vraiment un livre, je trouve, qui met en avant la grande problématique qu'on se pose tous aujourd'hui et qui est liée à ce sous-titre, hein, La revanche du cerveau droit. Vous allez nous dire en quoi elle consiste, cette revanche, mais c'est surtout une ouverture à demain, hein. Alors, je vais simplement vous demander, dans un premier temps, chacune, de nous dire comment vous est venue l'idée de ce livre et pourquoi ce titre, qu'est-ce qu'il signifie, cette revanche du cerveau droit. Donc, Marjorie, peut-être pour commencer. Alors, comment ça nous est venu? Alors, juste pour replanter le décor, avec Ferial, on s'est rencontrés dans le travail il y a déjà, je pense que ça fait 17 ans. Et déjà à cette époque, on avait l'intention d'écrire un livre un petit peu sur le management, mais surtout sur le fait que les relations humaines étaient de plus en plus compliquées. Donc, on assistait déjà à une déshumanisation en fait, des relations en entreprise. Bon, finalement, le projet n'a pas pu se faire pour différentes raisons. Et après, on est toujours restés amis, on a beaucoup échangé, on a souvent d'ailleurs beaucoup débattu. Enfin, Farial a eu l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui était spécialisé dans les neurosciences et on devait voilà, faire un livre avec cette personne-là. Et finalement, ça s'est pas fait avec lui, mais en revanche, nous, on s'est dit, voilà, le cerveau, ça nous intéresse et le concept du cerveau droit nous intéresse particulièrement. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, on se lance. Et évidemment, c'est pas un livre de neurologie, hein. C'est inspiré de la symétrie cérébrale, mais on reste sur vraiment sur la métaphore du cerveau droit et du cerveau gauche. OK. Et tu peux déjà nous dire, Oui, oui, effectivement. En fait, ce livre, en fait, on l'a complètement écrit en mode intuitif. Euh, alors, en fait, moi, c'était effectivement, j'ai rencontré donc ce monsieur-là qui s'est spécialisé dans les neurosciences comportementales. Mais moi, c'était aussi juste après l'écriture de mon premier livre. Et effectivement, là, je sais pas, j'ai subi une épreuve et c'était comme si, en fait, je m'étais complètement… j'étais vraiment dans une époque de lâche-prise totale. Et c'est comme si j'accédais à des informations qui me venaient, je savais, qui me venaient un petit peu de manière tout à fait intuitive. Et en fait, et ça a été, effectivement, ça a démarré par le sujet de l'intuition. Et je me suis vraiment intéressée à ce que c'était que cette intuition-là, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment plusieurs visions de l'intuition, en fait. Une vision assez matérialiste et puis une vision un peu plus qui fait appel, en fait, à un champ extérieur à tout support matériel et auquel on pourrait accéder. Voilà, donc tout ça, en fait, donc avec Marjorie, on en a beaucoup discuté. Et en fait, ce livre en fait, a été conçu comme ça, de manière extrêmement intuitive. Et aussi, il y a eu énormément de synchronicité qui fait que quand on conceptualisait des choses, après, donc, on se retrouvait à lire des livres dans lesquels vraiment ces concepts étaient, comment dire, écrits. Et voilà, donc ça, c'est la façon dont on l'a conçu, experts qui se sont faits d'une manière hyper synchronistique en fait. Donc ça a été vraiment une très belle aventure. Alors maintenant, effectivement, moi, comment je vois ce livre, c'est que quelque part, et là je vais me référer en fait à Alain Vulpian, qui est donc un sociologue qui est aujourd'hui décédé récemment d'ailleurs, et donc qu'on a eu la chance d'interviewer dans ce livre, qui dit que depuis le XXe siècle, il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent en fait aux intelligences du futur.
Donc, il parle carrément d'une nouvelle ère qui s'ouvre à nous. Et ça, depuis, en fait, ça bouge depuis, en fait, l'avènement de la mécanique quantique et de la relativité générale d'Einstein. Et on est en train de changer de paradigme, en fait. Et ça rejoint en fait ce qu'ont les anciennes traditions spirituelles qui disent effectivement qu'aujourd'hui on est vraiment dans un changement de paradigme. Alors donc nous on a abordé ce sujet-là d'une manière assez rationnelle, assez scientifique. Voilà. Et donc, en fait, on a le sentiment, effectivement, qu'aujourd'hui, on est entre deux paradigmes. Et c'est pour ça que le monde devient de plus en plus chahutant, de plus en plus bousculant. Il y en a beaucoup qui se demandent ce qui se passe. Et ce livre, en fait, essaie de donner des réponses à ce qui est en train de se jouer actuellement au sein de l'humanité. Voilà. Donc là, je suis un peu sibylline, mais on peut rentrer après dans le détail des sujets. Ok. Très bien. Donc, en effet, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une approche vraiment transdisciplinaire, puisque vous avez interrogé des philosophes, des scientifiques, des psychologues, des poètes, des artistes, 40 experts. Et en même temps, il y a un fil conducteur, c'est qu'en effet, tout le monde de ces experts participe à ce que vous appelez donc la revanche du cerveau droit. Et là, tu as prononcé plusieurs fois le mot d'intuition. Donc, l'idée que le cerveau droit serait plus intuitif, c'est-à-dire plus, vous allez me dire quoi, global, plus créatif, alors que le cerveau gauche serait plus analytique, plus mathématique, plus cartésien, en fait. Et vous avez mis, et c'est pour ça que vous m'avez demandé d'ailleurs la préface, c'est que vous avez mis vraiment un angle philosophique de cette révolution dans laquelle nous sommes, d'un ancien monde qui serait dominé par Descartes, par le cartésianisme, donc une science analytique, et un nouveau monde qui serait plutôt lié à la figure de Spinoza. Et comme moi, philosophe spécialiste de Spinoza, donc critique de Descartes, j'ai été vraiment intéressé par le fait que vous montriez la pertinence du retour de philosophes comme Spinoza. Vous citez également Nietzsche, vous citez Jung, et vous citez quelques autres grands noms de ce nouveau paradigme émergent. Est-ce que vous pouvez me décrire en quelques mots en quoi consiste pour vous cette mutation entre le monde qui est aujourd'hui dominé par ce paradigme cartésien et ce nouveau paradigme dominé par l'intuition? Marjorie. Oui, alors déjà, je voulais apporter une petite nuance par rapport à Descartes, parce que c'est vrai qu'on a retenu que le côté mauvais de Descartes, justement sur son côté dualiste très fort entre l'homme et la nature. Mais on va dire qu'il avait quand même une conception de l'intuition. Je pense qu'il n'était pas fermé à l'intuition, il me semble, parce qu'il a quand même écrit dans son discours de la méthode que parfois ça pouvait partir d'une intuition. Donc voilà, moi j'aime bien toujours apporter des nuances, ça va être le côté nietzschéen. Mais c'est en fait peut-être qu'on était dans une mauvaise voie de Descartes, qu'on a retenu que le côté négatif de sa philosophie. Et justement, Spinoza, qui était, on va dire, proche de la philosophie de Descartes, a proposé justement de réunir l'homme avec la nature, d'avoir une vision plus moniste des choses, et qui nous paraît effectivement complètement tendance et dans le nouveau paradigme qui est en train d'arriver. Et donc ça, c'est une vision holistique, globale, qui peut être aussi intuitif, parce que quand on dit intuitif, c'est aussi sortir de la pensée rationnelle, parce que tout n'est pas rationnel. Donc, c'est aussi, on a parlé du cerveau droit pour la pensée analogique. Alors là, je me permets d'intervenir parce que vous exprimez, j'aimerais que vous définissiez l'intuition, vous la définissez comment? Si elle n'est pas rationnelle, elle est quoi? Alors là, on a interviewé Isabelle Fontaine, qui est vraiment dans l'équipe, qui est vraiment une experte de l'intuition. On a une très belle interview dans ce livre. Effectivement, il y a, par exemple, les neuroscientifiques matérialistes disent que l'intuition, en fait, c'est des automatismes. C'est par exemple, c'est l'intuition de l'expert. C'est-à-dire que quand tu vraiment tu as une grande expertise
expertise dans un domaine, tu peux avoir, il y a des automatismes qui viennent comme ça. Ben, ça, c'est une vision assez matérialiste. Maintenant, il y a la vision jungienne, enfin, celle qui fait référence justement à ce champ d'information qui est à l'extérieur de tout support matériel, et ça serait vraiment une intuition et c'est des intuitions inside qui proviendraient, si tu veux, d'un champ qui se situerait à l'extérieur de la complexité neuronale, en fait. Et ça, c'est une vision un petit peu plus immatérielle de l'intuition. Maintenant, c'est vrai qu'Isabelle l'explique d'une manière beaucoup plus précise, parce qu'elle en a fait vraiment une expertise très forte. Voilà. Je ne sais pas si Marjorie, tu voulais dire autre chose sur l'intuition. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on a vraiment, on l'a bien mis en valeur dans notre livre, on a vraiment 2 définitions de l'intuition. On a la vision, on va dire, neuronale, un petit peu de ceux qui sont spécialistes en neurosciences, qui vont dire qu'il y a le circuit court et le circuit long, et que l'intuition, c'est une pensée plutôt automatique qui ne nécessite pas beaucoup d'efforts. Et à côté de ça, on a la vision qui est plus, on va dire, mystique, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas qui est plus proche de Jung, effectivement, avec la théorie de synchronicité. Voilà. Et je pense que les 2 visions sont intéressantes de toute façon, parce que les termes sont toujours complexes. Parce que la manière de définir l'intuition, autant chez Descartes que chez Spinoza, qu'ensuite chez Bergson, qui est encore un autre grand philosophe de l'intuition, c'est que c'est une connaissance immédiate et directe. Voilà, donc moi, chez Spinoza, ce qui m'a le plus marqué, c'est ce fameux 3e genre de connaissance. Et ça c'est vraiment, ça fait partie aussi de mon cheminement créatif dans le cadre de ce livre, où c'est parti de là, en fait, 3e genre de connaissance. Et là, Bruno, tu pourras bien nous expliquer ça, mais c'est vraiment l'intuition quand tu vraiment... C'est les intuitions inside, je crois, c'est ça? C'est ça. Fulgurante, où en fait, où tu as accès à une connaissance sans raisonnement déductif. Voilà. Et je vous reposais la question parce que dans votre livre, vous montrez justement que la nouvelle science, à travers notamment les progrès de la physique et de la biologie, de la psychologie, dépasse la connaissance rationnelle analytique, mais c'est une connaissance rationnelle ou surrationnelle. L'intuition, elle n'est pas irrationnelle. Elle est plutôt surrationnelle. Elle englobe le cerveau droit ne s'oppose pas au cerveau gauche. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qu'on... Oui, nous alors, pour revenir au cerveau gauche, cerveau droit, c'est vraiment, on l'utilise vraiment d'une manière vraiment symbolique, quoi. Et ceci dit, on a quand même interviewé dans notre livre Paolo Bartolomeo, qui est un neurologue spécialiste du cerveau droit, qui explique quand même que la latéralisation cérébrale, c'est un fait scientifique. Ça existe, et donc il nous explique bien que les 2 hémisphères sont vraiment spécialisés et ne traitent pas l'information de la même manière. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle souvent de neuromythes, mais sur le plan neurologique, c'est une réalité vraiment scientifique. Maintenant, pour ce qui est du neuromythe, c'est effectivement l'approche psychologique de ces 2 hémisphères. Et bon, ça, c'est un petit peu considéré aujourd'hui comme un neuromythe. Mais nous, en fait, donc c'est pour ça que nous, on est parti de là, mais on veut, si tu veux, s'en détacher et ne pas à chaque fois revenir sur ces 2 concepts. Alors, on l'utilise de manière complètement symbolique. En fait, ce qu'on dit, effectivement, c'est quand tu as une pensée cerveau droit, c'est-à-dire quand l'hémisphère droit est sollicité préférentiellement par rapport au cerveau gauche, quand tu fais, au niveau de ton raisonnement, tu as tendance à avoir une pensée vraiment en arborescence qui est analogique, c'est-à-dire qui arrive à interpréter le sens caché des choses. Et donc, c'est une pensée qui a une appétence pour le symbolisme et qui aussi fait des liens inédits entre différentes disciplines pour pouvoir bâtir un raisonnement global. Et donc, c'est ça qu'on a voulu montrer dans ce livre, c'est que aujourd'hui, dans le monde technologique dans lequel on vit, cette pensée justement en arborescence est quand même beaucoup plus adaptée au monde technologique de manière à avoir un meilleur discernement.
Mais à côté de ça, il ne faut pas oublier aussi la pensée analytique, c'est très important pour pouvoir après structurer ton propos. Mais l'idée, c'est vraiment d'être un ambidextre de la pensée, en fait. Voilà, donc ça, c'est pour vraiment parler de ce concept-là. Mais effectivement, c'était quoi ta question au départ, Bruno? J'essaie de vous aider à préciser ce que signifie cette métaphore du cerveau droit. Donc, le côté intuitif et vient de dire une pensée symbolique, hein, c'est-à-dire une pensée qui permet de déployer une compréhension de la globalité et du sens caché, hein, alors que dans le cerveau gauche, c'est ça, on est plus dans une perception rationnelle basée uniquement sur les sens, hein, sur les perceptions matérielles. Donc, et ce que je vois, c'est que vous énoncez aussi l'émergence d'une pensée qu'on pourrait définir avec Edgar Morin aujourd'hui comme une pensée complexe. Ouais. Ce n'est pas une pensée, c'est pas une pensée simplificatrice, c'est une pensée complexe qui englobe la science, les arts, la spiritualité, la mystique. Et surtout, il y a une partie qui m'a touché aussi, c'est quand vous faites allusion à la dimension mythologique, donc une dimension qui réfère à la philosophie au sens originel, parce que dans la pensée platonicienne, dans la pensée en général, avant le XVIIIe siècle, la philosophie était beaucoup plus ouverte à la dimension symbolique et spirituelle. Et notamment le fait que non seulement il y a le paradigme avec Spinoza, mais avec Nietzsche, qui est vraiment un philosophe de l'intuition. Donc, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi Spinoza, Nietzsche, Jung? C'est les trois philosophes que vous mettez en avant. Parce que, oui, justement, on trouve qu'il y a un dénominateur commun, en fait. Mais ça, c'est très intuitif, un dénominateur commun. D'ailleurs, Nietzsche adorait Spinoza. Et il y a ce côté par-delà le bien et le mal, donc ces concepts de Dieu et mort. Moi, je pense qu'en fait, ce sont des philosophes qui portent le monisme, c'est-à-dire qu'il y a une seule substance dans l'univers et tout est relié, ce qui justement diffère du dualisme qui justement évoque deux substances, c'est-à-dire le monde matériel et le monde spirituel de l'autre, et c'est ce qui a engendré en fait une science extrêmement matérialiste en fait, parce que la science a complètement mis de côté toute la notion d'âme. Or aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a interviewé quand même le physicien Philippe Dimond là, qui justement porte ce message-là au grand public, hein, parce que donc il vulgarise en fait des concepts aujourd'hui scientifiques qui sont avérés, mais qui sont très peu connus du grand public. Et effectivement, c'est sur justement cette notion de conscience. C'est ça. Donc, j'aimerais, Marjorie, complètement en dehors de la science aujourd'hui, et donc du coup, on appelle ça une science matérialiste, mais qui aujourd'hui arrive à la limite parce qu'elle considère l'être humain comme un mécanisme biologique. Or, l'être humain, c'est quelque chose. Voilà, il y a toute la notion de conscience qui aujourd'hui est jetée de ce champ-là. D'accord. Rejetée. Et comment est-ce que vous trouvez comment vous définissez ce nouveau paradigme avec les termes qu'on a employés et comment vous les articulez, puisque vous avez 5 parties dans le livre, avec une première partie qui parle des différentes formes d'intelligence et la particularité de l'intelligence intuitive. Ce qu'on a cherché dans ce livre, comme tu le disais tout à l'heure, c'est d'illustrer ce que pourrait être une pensée complexe à la Edgar Morin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toujours été dans le côté binaire. On a tendance à être toujours dans une pensée de l'opposition. Alors, c'est rassurant, le côté binaire. Hein, c'est les enfants, souvent, on a un petit côté où on aime bien opposer le mal au bien. Et donc, c'est vrai que pourquoi on a voulu mettre en valeur les autres types d'intelligence, donc on est reparti de la théorie d'Howard Gardner, qui a été un des premiers à dire, voilà, il n'y a pas que le sacro-saint, on va dire, la pensée logico-mathématique. Il y a aussi d'autres formes d'intelligence, comme la créativité, mais aussi les intelligences manuelles, l'intelligence musicale. Et il a même parlé de l'intelligence intrapersonnelle, qui est plutôt l'intelligence justement qu'on utilise en philosophie, c'est-à-dire savoir s'élever, aller un peu plus en abstraction, qui est peut-être une pensée peut-être plus platonicienne.
Et donc, l'idée, c'est, et alors nous, on n'est pas là pour dire ce type d'intelligence est supérieur à l'intelligence mesurée par le QI. C'est juste dire, voilà, on est dans un monde qui est complexe et riche et il faut vraiment utiliser tous ces leviers. Et c'est ça, en fait, le nouveau paradigme, ça serait vraiment d'accepter cette diversité. Et pour en revenir à l'opposition tout à l'heure de la science à l'intuition, en fait, non, c'est une certaine science. C'est une science qui est dogmatique. En fait, notre livre, il se veut anti-dogmatique. C'est justement, c'est pour ça qu'on parle d'une ouverture pour demain, c'est sortir vraiment de ce côté cartésien dualiste et du dogmatisme de la science, parce qu'il y a aussi des scientifiques qui ne sont pas du tout dogmatiques, et c'est pour ça qu'on a voulu faire des interviews de façon interdisciplinaire, de créer une connexion en fait entre la science, la philosophie et ce que l'on appelle en général les sciences humaines. Ouais. OK. Et dans la deuxième partie, après avoir parlé des différentes formes d'intelligence, vous parlez de nouvelles frontières de la conscience et l'ouverture au monde subtil. Ça, c'est aussi peut-être le fait de ne pas réprimer les facultés intuitives, symboliques, complexes assimilées au cerveau droit. Ça ouvre à un champ de conscience au-delà du monde purement matériel. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on montre dans la deuxième partie, c'est qu'aujourd'hui, ces deux visions, en tout cas en Occident, ces deux visions s'opposent, hein, parce que ceux qui portent ce nouveau paradigme de la conscience selon laquelle elle se situerait en dehors de tout support matériel, elle n'est pas partagée par tout le monde. Hein. C'est ce qu'on appelle, ce sont vraiment les scientifiques post-matérialistes. Et aujourd'hui, on a voulu effectivement expliquer qu'il y avait… C'est comme si voilà, ces deux visions incarnaient ces deux paradigmes qui aujourd'hui existent. Parce qu'on est encore entre les deux, quoi. Et voilà. Et donc là, on a interviewé… Comment ? Est-ce que tu peux préciser l'apport? Là, il y a une interview de Olivier Chambon, un psychiatre qui s'intéresse aux expansions de conscience en général, Marie-Laure Colonna, qui est une psychanalyste jungienne, et Philippe Guimand. Et là, on a trois interventions qui invitent à ouvrir à des champs de conscience que la science en général refuse, la science matérialiste. Oui. Donc, est-ce que tu peux Oui, tout à fait. Oui, on a interviewé effectivement Olivier Chambon pour qu'il nous explique justement cette nouvelle conception de la conscience. Ensuite, on a aussi voulu interviewer Philippe Guimand, parce que Philippe Guimand part aussi de cette nouvelle conception de la conscience pour justement expliquer cette révolution conceptuelle du temps. Et donc, on a dû effectivement un petit peu revenir sur ce qui nous fait aujourd'hui changer de conception du temps. C'est ce qui a été… c'est la relativité d'Einstein et puis la physique quantique. Et à partir de là, effectivement, aujourd'hui, on est vraiment sur un changement de vision sur ce qui est la conscience, ce qui est l'espace, le temps. Et cette nouvelle vision, effectivement, nous ouvre à un monde plus grand. Nous ouvre à l'invisible. Et donc là, on a essayé effectivement de l'expliquer dans ce chapitre. Et on a abordé effectivement la divergence sur l'inconscient entre Freud et Jung. Parce que ça illustre bien ces deux conceptions différentes. Freud était complètement fermé à l'idée d'un inconscient collectif, alors que Jung, lui, défendait cette idée, ce qui a aussi, c'est l'un des conseils qu'ils ont complètement rompu leur relation. Et effectivement, l'inconscient collectif, ça rejoint cette notion de conscience hors supramatérielle. OK. Il y a le phénomène de synchronicité aussi que Guimand explique aussi avec sa théorie de l'indéterminisme temporel et la double rétrocausalité. Il explique le phénomène de synchronicité que Jung
que Jung a conceptualisé. Donc, ce que j'entends, c'est que le nouveau paradigme, pour vous, c'est un monde beaucoup plus profond, beaucoup plus complexe, beaucoup plus vaste que l'image réductionniste d'une science qui avait un peu simplifié le monde pour le dominer, parce que la vision cartésienne, c'est quand même l'homme qui aurait une âme et qui dominerait la nature, qui serait pure mécanique, alors que la vision de Spinoza, c'est une vision d'un monde qui est lui-même divin et organisé selon une intelligence cosmique, on pourrait dire, que la philosophie et la science ont pour but de comprendre pour le mettre au service de l'humanité tout entière. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'au troisième partie, vous parlez d'une nouvelle humanité, et cette fois-ci, vous interrogez les mythes fondateurs avec Lubiger, puis avec Alain Vulpian, la renaissance possible grâce au cerveau émotionnel, c'est-à-dire que c'est aussi lié à la dimension affective qui donne du sens. Et c'est là qu'on voit aussi la grande différence entre Spinoza et Descartes. Descartes qui considérait que les animaux étaient des machines, et alors que chez Spinoza, le monde entier est régi par des affects, des augmentations et diminutions de puissance qui sont l'essentiel de l'accès à ce qui donne du sens à la vie tout entière. Donc c'est surtout une vision beaucoup plus vivante et plus mécanique. Donc et ensuite vous m'interrogez moi justement sur la différence entre Spinoza et Descartes. Dans cette partie-là, je dirais que c'est la partie 3 qui est un peu centrale pour comprendre que le cerveau droit nous amène à concevoir une humanité beaucoup plus respectueuse de la dimension, on va dire, cosmique de la nature. Purement mécanique, oui, de la nature, tout à fait. Et est-ce que vous pourriez nous dire comment vous faites le lien entre la mythologie, l'émotionnel, Spinoza, Nietzsche, comment tout ça forme un paradigme pour vous, Marjorie, par exemple, qui a travaillé? En fait, on s'est inspiré de la pensée jungienne. Les types se nourrissent de la mythologie. Donc, c'est vrai que quand on fait en psychanalyse, en psychologie, on utilise d'ailleurs le mythe de Narcisse pour expliquer le narcissisme. Donc, c'est vrai que la mythologie, c'est une formidable réserve d'histoire pour illustrer en fait des problématiques de psychologie ou voire d'autres types de problématiques. Et c'est vrai que tout à l'heure, on parlait, donc tu évoquais Luc Biget, qui a rappelé pas mal de mythes, dont celui de Dionysos et Apollon, et qui était aussi utilisé dans la philosophie de Nietzsche. Et Nietzsche, de mémoire, il me semble que c'est un spécialiste en philologie. Je crois qu'il était helléniste. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que son premier livre, La naissance de la tragédie, il a vraiment expliqué cette opposition entre Dionysos et Apollon, et que nous, on a repris dans notre livre en expliquant que Dionysos, pour nous, c'était peut-être un peu plus la métaphore du cerveau droit, qui est plus dans la démesure, dans l'intelligence du cœur, et Apollon, qui est plus dans l'intelligence rationnelle et dans la mesure. Mais c'est important, la mesure. Nous, on n'est pas là pour justement critiquer Apollon ou Dionysos. Mais en tout cas, les deux côtés existent, comme le yin et le yang, le féminin, le masculin. Donc voilà. Donc effectivement, moi, je trouve que la mythologie, c'est une excellente école et ça nous permet encore de comprendre la société dans laquelle on vit. Oui, exactement. Et en fait, pour rebondir sur ce que dit Marjorie, ces deux divinités. Ce que nous disait Luc Biget dans son interview, c'est qu'elle se retrouve en fait dans la symbolique du cœur. Et tu as Dionysos en fait qui se retrouve, qui représente la pompe du cœur, tu sais, avec la coupe, parce que c'est le symbole de Dionysos, et puis les coronaires qui représentent la couronne de laurier, qui est le symbole d'Apollon, se retrouve vraiment dans l'espace du cœur. Et il disait aujourd'hui, effectivement, ça correspond à ce changement de paradigme. C'est que lorsque tu passes d'une intelligence cérébrale qu'on utilise aujourd'hui dans le monde moderne, on
on dit que l'intelligence vient du cerveau, quoi. Alors que les anciennes traditions spirituelles ont toujours dit que c'était l'intelligence du cœur qui était la plus élevée. Et c'est marrant que ces deux divinités se retrouvent dans l'espace du cœur, comme si le fait de se reconnecter à son cœur ou à son centre nous permettait justement… Alors, Lubiger parle de translucidité. Et nous, on symbolise ça comme avec la connexion, la parfaite alternance entre nos deux cerveaux, droit et gauche. Voilà, c'est un petit peu le fil conducteur du livre, ça. Et aussi, je voulais, parce qu'on n'a pas abordé en fait la pensée ancestrale asiatique, parce qu'il s'avère quand même que le dénominateur commun entre ces philosophes qu'on évoque là, c'est quand même la pensée taoïste avec le Tao, tu sais, le yin et le yang, où tu as une seule substance, hein, ça rejoint la substance infinie de Spinoza, mais je pense que quelque part, Nietzsche et Jung adhéraient à cette conception moniste, en fait, hein, qui rejoint… Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Bruno, mais… Oui, oui, tout à fait. Oui, il y a un autre terme qu'on n'a pas employé, c'est la dimension holistique. Et Holistique. donc, vous interviewez ensuite euh, des thérapeutes, des coachs qui utilisent la médecine chinoise, qui utilisent des approches aussi chamaniques, du coaching, L'alchimie, en fait. Ouais. de l'alchimie. Hein. Ouais, Et donc, c'est vraiment aussi, c'est là qu'on voit que la science contemporaine s'était coupée par ce cartésianisme de ces approches holistiques, affectives, symboliques, et que là, le nouveau paradigme les réintègre, pas pour refuser la science cartésienne, mais au contraire pour l'enrichir. De la même manière que la physique quantique enrichit la physique classique, il y a une psychologie, une psychiatrie et finalement une économie, une politique qui peuvent évoluer pour donner une vision du monde beaucoup plus respectueuse de la profondeur de la dimension humaine. Il y a ça, puis il y a aussi, ouais, excuse-moi, il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est l'évolution de la conscience. Et, oui. Et c'est comme parce que si tu veux, au Moyen Âge, il y avait déjà cette conception-là. Les alchimistes du Moyen Âge, bon, effectivement, avec Descartes, l'alchimie a été complètement balayée pour donner place justement à la chimie, donc quelque chose de beaucoup plus voilà, matériel. Mais c'est comme si ça revenait, tu sais, en cycle, mais avec une espèce d'évolution de conscience, c'est-à-dire que comme une alternance, tu vois. Et c'est comme une spirale dynamique, en fait. Il y a cette notion-là quand et que, par exemple, un neurobiologiste comme Damasio ou Francisco Varela, il disait que l'évolution humaine, elle se fait comme ça, d'une manière par phase. Par phase. D'abord, c'est la survie, ensuite, c'est la reproduction, et après, c'est l'épanouissement. Donc, c'est comme ça se fait d'une manière spirale. Oui. Et vous auriez d'ailleurs pu reprendre la théorie de la spirale dynamique de Don Beck, qui explique ça très bien. Et pour avancer aussi dans la richesse du livre, ensuite, après avoir donné la parole à ces coachs holistiques et vous parlez de réenchanter le monde avec les alchimistes des temps modernes. Et puis, vous avez une quatrième partie qui s'intéresse à la question vraiment essentielle de l'intelligence intuitive qui apporte un nouveau rapport au bonheur, qui est plutôt la partie qui intéresse un peu tout le monde. Tout le monde cherche le bonheur et on peut dire que le paradigme actuel a montré sa limite avec un monde qui est aujourd'hui en crise, en grand bouleversement, beaucoup parlent de l'effondrement avec cette crise généralisée au niveau planétaire. En quel sens l'ouverture au cerveau droit et intelligence intuitive, ça réouvre un espace de possibilité d'accès au bonheur sur un plan collectif? Tout comme tout à l'heure, on disait que notre société était dominée par Descartes, elle est aussi dominée par Freud. En fait, depuis Freud, en fait, on a une conception qui est assez pessimiste du bonheur, du plaisir, parce que pour Freud, en fait, on ne pouvait pas atteindre le bonheur, ce qu'il explique dans le malaise d'une civilisation. Et c'est pour ça qu'on est dans une société consumériste, on consomme, mais en fait, on n'atteint jamais le stade ultime du bonheur, parce que de toute façon,
Le désir aussitôt satisfait, voilà, c'est comme le mythe de Sisyphe, ça revient, donc c'est infini. Et d'ailleurs, ça rejoint finalement le pessimisme aussi d'un autre philosophe qui est Schopenhauer. Et voilà, et nous, avec le cerveau droit, on a voulu proposer une vision beaucoup plus optimiste du bonheur, beaucoup plus joyeuse, comme la théorie de Spinoza sur la joie. Et pourquoi donc un bonheur intuitif? C'est-à-dire que là, on sort du côté matérialiste, on n'est pas qu'un corps. On peut aussi avoir des bonheurs inattendus. D'ailleurs, bonheur au niveau étymologique, ça veut dire la chance. Donc, c'est une vision, on va dire, un peu plus mystique du bonheur qui est intéressante aussi à voir. Et on a aussi la certitude que la spiritualité peut apporter aussi du bonheur. Donc, on ne dit pas qu'il faut négliger. On respecte tout à fait ce que disait Épicure. On a aussi des plaisirs simples dans la vie. Mais avoir réinventé un peu la réalité des choses, de mettre un petit peu de poésie, de faire attention finalement l'esthétique, c'est pas voilà, c'est quelque chose d'assez subtil, ce n'est pas superficiel, ça peut aider aussi à être plus heureux. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi évoqué l'art-thérapie dans cette partie-là, parce qu'on pense que vraiment l'art peut nous aider à être plus créatifs et surtout plus heureux. Et quand on sort d'un musée, qu'on a vu des belles œuvres d'art, eh bien le taux de cortisol qui est responsable du stress diminue. Donc c'est là où la science rejoint l'intuition artistique. Oui, donc c'est là aussi que le cerveau gauche et le cerveau droit, ça peut être aussi l'opposition entre une dimension où la science domine en excluant les arts, ou au contraire le fait d'utiliser l'art et donc toute cette dimension symbolique et intuitive, affective dont vous avez parlé. Et vous parlez aussi de la méditation. Tout à fait. La méditation en neurosciences, pareil, c'est prouvé en plus, ils ont observé, alors c'est plutôt des méditants professionnels, ils ont fait des études sur leur cerveau et ça activerait plutôt la zone droite du cerveau. Donc ça veut dire que la méditation nous aide justement à accéder à une autre dimension et qui a plein d'effets positifs, hein, donc déjà d'avoir plus d'inspiration pour la créativité, être plus dans l'instant présent, d'être donc plus ancré. Et donc, ça nous permet aussi d'être dans le bien-être. Alors, on peut avoir différentes sortes de méditation. Il y a aussi une conception beaucoup plus spirituelle de la méditation. Alors, certains vont critiquer que la méditation est devenue beaucoup trop à la mode, mais voilà. C'est comme Spinoza aussi qui devient à la mode. On dit tant mieux, même si c'est un peu... forcément, quand on démocratise certains concepts, on en perd un peu la richesse, mais en tout cas, c'est plutôt un point positif. Non, mais surtout que la méditation, c'est prouvé maintenant scientifiquement. Le bienfait est prouvé, quoi. Avec les faits. Ouais. L'intérêt, c'est que vous montrez que ce n'est pas simplement pour réduire le stress, pour être plus performant, mais que la méditation, ça ouvre aussi à un monde qui est celui du mystère, celui de la poésie, celui de la vraie réflexion philosophique, où on ne cherche pas simplement à dominer pour maîtriser, mais on cherche à s'ouvrir à la dimension beaucoup plus profonde, beaucoup plus mystique de l'existence qui est la plus intéressante. Oui, c'est une façon de se connecter à l'univers, en fait. C'est vrai qu'on s'oublie, en fait, quand on médite. Donc, souvent, on est notre pire ennemi, donc si on peut s'oublier de temps en temps... Ça doit développer l'intuition, hein, c'est clair. Oui, en tout cas, moi, personnellement, je trouve que ça développe la créativité. Ouais. Oui, et puis pour revenir à Spinoza, ce qui est fondamental, c'est que on a chez Spinoza ce qu'on n'a pas dans la démarche cartésienne, on a une éthique. Hein, c'est-à-dire que la philosophie, la culture, les sciences sont au service du bonheur humain et qui a été coupé aujourd'hui. La science n'est pas au service du bonheur humain. C'est ce qu'on voit, c'est qu'elle est malheureusement, elle donne des techniques pour nous rendre encore plus malheureux puisque on est en train de bien voir l'échec de ce que Nietzsche appelait le nihilisme du progrès technoscientifique. Et donc, ça ouvre à la dernière partie qui nous intéresse vous vous intéressez à la possibilité d'une économie plus responsable, notamment dans le monde de l'entreprise, dans le monde du management. Et cette dernière partie, elle est vraiment intéressante parce qu'on voit que
ce nouveau paradigme, il est là aussi pour trouver un nouveau modèle de société dans la pratique. C'est vrai que les entreprises, tout comme l'école, en fait, hein, elles sont très influencées par la philosophie de Descartes. On n'accepte pas forcément les émotions, donc on a été formaté de toute façon comme ça. Et les entreprises étaient formatées aussi de la même façon, c'est-à-dire qu'on était dans une approche très rationnelle des choses. Et depuis on va dire, peut-être depuis 20 ans, on voit arriver une nouvelle mode, en fait, qui consiste à rechercher des compétences qui sont plus autour de l'intelligence intuitive, l'intelligence émotionnelle, et qu'on appelle, parce que c'est toujours bien de mettre des mots anglais, les soft skills. Voilà, donc maintenant, en entreprise, on dit, voilà, il y a les hard skills, un peu comme les ordinateurs, et les soft skills. Donc, c'est une façon caricaturale de présenter les choses, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui arrive. Donc, ça, on en parle beaucoup dans notre livre. Donc, l'intelligence artificielle, ce n'est pas l'intelligence globale de l'homme. C'est-à-dire qu'elle arrive à imiter certaines choses, notamment l'intelligence logico-mathématique, avec des puissances de calcul incroyables. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, alors on pourrait voir ça d'un œil négatif en disant, oui, ils sont en train de... Elle ne va pas remplacer toute l'intelligence humaine. Et au contraire, elle va permettre de mettre en valeur l'intelligence créative, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence intuitive. Donc finalement, c'est une formidable chance pour les entreprises de pouvoir finalement travailler d'autres compétences. Et surtout, on espère aussi peut-être rendre le travail des hommes moins pénible, parce que aussi, ça veut dire que l'intelligence artificielle pourrait remplacer l'homme sur les tâches répétitives. Donc, c'est peut-être aussi un super instrument de libération. Alors, on sait à côté de ça qu'il y a le transhumanisme, qu'on voit plutôt d'un mauvais œil, parce que là, on est plus dans une relation de pouvoir, c'est-à-dire... voilà, je ne vais pas développer ce que c'est que le transhumanisme, mais c'est une façon de vouloir, c'est comme si on voulait remplacer l'homme mortel par des machines ou par un homme augmenté. Donc finalement, ça en vient à nier la nature humaine. Et donc ça, c'est un des dangers si on veut robotiser en fait l'homme à l'extrême. Donc, mais à côté de ça, l'intelligence artificielle peut être une superbe opportunité pour enfin célébrer notre humanité intuitive et créative. Voilà. Tout dépend en fait de l'usage qu'on en fait. Et ça, c'est, En tout cas, c'est un Et donc, le livre, justement, est clair sur ces enjeux-là. Très bien. Et ce que je trouve formidable aussi, que vous avez fait, je ne l'ai pas dit, mais vous avez fait un gros travail de vulgarisation de toutes ces idées très complexes avec des introductions de chacune des interviews de ces experts et aussi un fil directeur qui montre que la grande crise, le grand effondrement dans lequel on est en train de rentrer est porteur de beaucoup de dangers, mais aussi d'une chance, d'une métamorphose, pour reprendre le terme d'Edgar Morin, et qu'on peut s'attendre à ce que, en utilisant mieux les ressources humaines, qui a été réprimée par l'ancien paradigme, ce nouveau paradigme, finalement, peut donner lieu à la naissance d'une nouvelle civilisation, d'une nouvelle humanité. Eh oui. Maintenant, il y a des freins à cette métamorphose aujourd'hui. Et donc, justement, ce livre apporte sa pierre pour que les gens en prennent conscience. Qu'est-ce que vous proposez alors pour terminer ce petit examen, ce petit panorama de la richesse de ce livre? Qu'est-ce que vous voyez comme piste pour le futur? Je pense que déjà, la première chose, on en parle dans la conclusion de notre livre, c'est vraiment essayer de peut-être métamorphoser la pédagogie qui est actuellement enseignée dans les écoles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, on est plutôt dominé par une instruction très cerveau gauche, donc déjà peut-être mettre un peu plus d'intelligence de cerveau droit. Déjà, en commençant par les bancs de l'école, ça permettrait probablement à la société de s'ouvrir davantage.
Parce que c'est vrai que les enfants, quelque part, on les freine dans leur intuition, dans leur créativité, donc ils prennent des mauvaises habitudes et nous-mêmes, on est encore conditionnés par ces mauvaises habitudes. Donc il faut déjà commencer à révolutionner, je pense, l'éducation. Et après, je pense qu'on en a parlé pendant tous les chapitres du livre, mais en entreprise aussi, ça peut être une bonne façon de... Alors moi, dans la partie plus entreprise, on a beaucoup évoqué les tests de personnalité. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les tests de personnalité, même si ça reste quelque chose de très schématique, on peut quand même détecter quels sont plus les profils intuitifs, à dominante intuitive, et à dominante rationnelle. Et si on veille finalement à équilibrer un peu plus les profils en entreprise, bah forcément qu'on arrivera à des choses beaucoup plus innovantes, beaucoup plus respectueuses de l'environnement. Parce qu'on sait, par exemple, l'intelligence émotionnelle, bah, ça apporte des choses au niveau du développement durable. Parce que c'est des gens voilà, qui sont plus sensibles à la protection de la nature. Donc, ils ont aussi cette utilité, ces personnes voilà, qui parfois ont été jugées trop émotives. Donc, tout le monde a son utilité. Et grâce à ces tests de personnalité, on peut vraiment voilà, essayer de recruter des profils plus hétérogènes. Pour sensibiliser les DRH. Parce que là... Ouais. Très bien, mais écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour déjà de la richesse du livre. Ce que je trouve excellent aussi, c'est qu'il est vraiment accessible à tout le monde. Tout le monde peut lire ce livre et avoir extrêmement de nourriture pour ouvrir des espaces qui ne sont pas très connus, en fait, du grand public. Et c'est pour ça que voilà, je voulais vous féliciter, en tout cas, pour le gros travail de synthèse, de vulgarisation et surtout pour la pertinence de votre analyse, parce que c'est quand même pas fréquent d'avoir cette analyse. Aujourd'hui, on n'entend pas tellement de philosophes ayant cette pertinence de voir que le vrai problème, c'est on change de paradigme et que c'est ce nouveau paradigme qu'il faut penser. Et ces 40 experts ensemble, ce n'est pas vraiment un mouvement de pensée ou une école de pensée, mais on voit que ça cherche à créer un monde commun plus habitable pour tous. Et sans doute, il y a une dimension politique aussi dans votre livre qui est de proposer un nouveau modèle de civilisation. Alors, ça serait quoi pour terminer ? Politique au sens... Mais je ne sais pas qu'est-ce que tu entends par politique, mais parce qu'on n'a pas du tout abordé ce sujet. Hein, mais aujourd'hui, effectivement, les représentants politiques aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont encore dans l'ancien paradigme. Ils n'ont pas changé de logiciel. Justement. Ils ne sont pas sur les vrais enjeux aujourd'hui. On est encore sur des enjeux du XXe siècle. C'est quand même assez effrayant. Oui, donc la pensée politique au sens originel du terme, qu'on trouve chez Platon, Aristote, Spinoza, c'est-à-dire comment bien vivre ensemble dans un rapport harmonieux avec la nature. C'est pas du tout ce que... Oui. C'est pas du tout ce qui est véhiculé aujourd'hui. C'est pas ce qui est véhiculé aujourd'hui par le personnel politique. D'où le fait que Nietzsche parle d'une décadence, d'un monde politique en décadence, qui finit par la dictature, par le totalitarisme qu'on voit émerger de tous les côtés, et un appel à une manière plus harmonieuse et plus respectueuse du vivant. En fait, votre livre est un appel au respect de la vie. Voilà, exactement, parce que ce nouveau paradigme, il honore les lois du vivant. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout représenté par le personnel politique. On n'a pas du tout cette dimension-là. Après, bon, à la décharge des hommes politiques, ils reflètent notre société qui est décadente. Donc, ils sont les représentants d'une société effectivement qui est décadente. Et c'est vrai que si on reprend Nietzsche, qui avait pressenti ça déjà à son époque, il avait vu venir la Première Guerre mondiale. Donc, j'espère qu'on n'est pas à la veille d'une guerre mondiale. Ça serait la mauvaise nouvelle. Non, mais bon, après, nous restons humbles. On ne va pas dire qu'on parle d'un changement de civilisation. Mais en revanche, on espère que ça fera une sorte de réveil chez les personnes, chez les lecteurs qui vont nous découvrir.
parce qu'on peut aller dans le mur aussi. Et voilà, notre livre, au moins, on aimerait bien provoquer un petit sursaut en disant, bah voilà, il y a peut-être d'autres voies qui sont possibles. C'est pour ça qu'on a mis une ouverture pour demain et on insiste. On peut encore changer les choses et on peut peut-être éviter cette fameuse guerre mondiale qui pourrait arriver. Carrément. Non, mais bon, il y a toute la question, si tu veux, des GAFAM, des États qui aujourd'hui n'ont plus vraiment de pouvoir. Il y a toutes les, voilà, tous les empires numériques et tout. On n'est pas du tout rentré on va dire dans tous ces sujets-là. Mais aujourd'hui, c'est ça qui est en train de se jouer. On est resté quand même un peu plus, on va dire, sibyllin dans notre approche. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a des prises de conscience à prendre par rapport aux anciens modèles démocratiques. Mais tout est à faire. Hein. C'est comme si, voilà, un monde s'effondrait, un autre qui émergeait. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout cette vision-là n'est pas du tout véhiculée dans le paysage politique, en tout cas français. Hein. D'où l'intérêt de votre livre. Et pour terminer, est-ce que vous avez un rendez-vous à proposer? Est-ce que vous allez faire des rencontres autour du livre pour le présenter? Vous êtes sur Paris. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme rendez-vous à des… Si la date est retenue pour… on va faire… qui sera a priori le 24 mars au Bon Marché. Puis surtout, on va aussi créer une chaîne YouTube qui va s'appeler tout simplement La Revanche du cerveau droit. On va mettre toutes les interviews sur cet espace en ligne et notamment on va faire découvrir certains experts qui ont contribué au livre et pourquoi pas aussi imaginer d'autres interviews avec des experts. On n'a pas eu le temps de les interviewer pour ce livre, mais au moins on pourra le faire dans cette chaîne YouTube. Tout à fait. Donc, on va effectivement démarrer par certains experts de notre livre hein, pour vraiment mettre en lumière les messages qu'ils portent dans notre livre. Et puis ça, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qu'on a identifiées aujourd'hui, justement, tu parles de la politique, qui font effectivement de la politique, mais vraiment de la politique au sens noble du terme. Ce ne sont pas des élus et qui portent vraiment un message fort sur ce qui est en train de se jouer actuellement. Et ça on aimerait bien effectivement les interviewer. Bien, donc pour terminer, on va dire que c'est un début. Le livre n'est qu'un début d'un vaste chantier que vous pouvez continuer. Et c'est pour ça que ce genre de vidéo et créer une chaîne YouTube, je pense que c'est essentiel pour discuter de tout ça et inventer, imaginer, créer le monde de demain avec cette fameuse intuition, cette intelligence intuitive collective. On voulait te remercier, Bruno, d'avoir été présent. Tu es un peu le parrain philosophique de ce livre. Et si tu pouvais te présenter quand même avant qu'on se quitte. Ouais. Oui, comme je disais, moi, je travaille en tant que philosophe depuis 40 ans à travers justement Nietzsche, Spinoza, Jung, tous ces philosophes alternatifs pour une nouvelle vision du monde qui ne soit pas dualiste et notamment qui n'oppose plus les matérialistes contre les spiritualistes, mais qui utilise ce qui est bon dans le matérialisme, ce qui est bon dans le spiritualisme au sein d'une vision unifiée. C'est pour ça que Spinoza est fondamental parce qu'il permet de réconcilier tout le monde. Il n'y a plus de dissociation entre l'art d'un côté, la science, la philosophie, l'économie. Il invite à une pensée complexe et il invite surtout à un nouveau paradigme qui définisse une démocratie basée sur l'éthique au sens d'une compréhension intuitive, un rapport harmonieux avec la nature qui est l'idéal de la sagesse. Donc, pour moi, votre livre, il est tout à fait dans la lignée du renouveau de la philosophie comme recherche de sagesse et redonner du sens à l'existence de la culture tout entière. Donc, toutes mes félicitations pour ce travail. J'espère que vous aurez des lecteurs et que voilà, donc si nous te remercions, Bruno. Oui.
on va publier cette petite vidéo sur votre chaîne et puis peut-être il y aura d'autres vidéos et s'il y a des personnes qui sont intéressées, qu'elles rentrent en contact avec moi ou avec vous à partir de nos différents réseaux sociaux. Tout à fait. Cette première vidéo va inaugurer notre chaîne. Très bien. Bon, c'était un peu chaotique, mais comme dit Nietzsche, il faut avoir un peu de chaos en soi pour enfanter une étoile dansante. Donc, dans ce monde chaotique, on est invités tous à collaborer avec nos moyens pour essayer de donner du sens et de l'espoir aux nouvelles générations. Alors, le mot de la fin pour vous deux? En plus, je trouvais que tu avais un très bon mot pour la fin. Moi, je préfère rester sur cette note très optimiste de Nietzsche. Ouais, le mot de la fin, comme on est co-créateur de notre avenir, voilà, restons optimistes et soyons vigilants sur et surtout reconnectons-nous à notre véritable essence. Et si tout le monde fait ce chemin-là, collectivement, on ira vers le meilleur avenir, en tout cas plus serein, quoi. Possible. Très bien. Merci beaucoup. N'oublions pas que notre essence, comme dit Spinoza, c'est le désir et que ce que nous désirons avant tout, c'est de la joie partagée, de la joie de vivre dans un monde juste. Peut-être on peut terminer par le fait que nous cherchons avant tout un monde plus juste pour tous et une joie partagée entre tous. À bientôt. À bientôt. Merci.